Dominique Mercier se gara devant le cristal, avec une précision mécanique, ses mains fermes sur le volant de sa Peugeot 208 vieille de 8 ans. Le restaurant gastronomique du 6e arrondissement de Lyon brillait de 1000 feux dans la pénombre du soir, ses baies vitrées illuminées révélant les nappes blanches impeccables et les bouquets de fleurs fraîches disposés avec soin. Elle coupa le moteur et resta immobile quelques secondes, observant les silhouettes élégantes qui se pressaient déjà à l'intérieur. Ses invités triés sur le volet, qui célébraient les 60 ans de sa mère Françoise. Elle attrapa le paquet cadeau posé sur le siège passager, un coffret soigneusement emballé dans du papier crème et doré, orné d'un ruban de soie qu'elle avait noué elle-même la veille au soir. À l'intérieur se trouvait une montre longinaise ancienne, celle que son père portait dans les grandes occasions, celle que sa mère avait toujours admirée avec des yeux brillants. Dominique l'avait fait restaurer chez un horloger spécialisé pour 400 €, une somme qui représentait presque une semaine de son salaire d'éducatrice spécialisée. Elle sortit de la voiture, ajusta sa robe noire simple achetée en solde chez Zara mais élégante malgré tout, et marcha vers l'entrée du restaurant. Ses talons claquaient sur le trottoir humide avec un rythme régulier qui résonnait comme un compte à rebours. Son cœur battait vite, mais ce n'était plus de l'espoir depuis longtemps, plutôt cette adrénaline froide qui précède un événement attendu, préparé, presque désiré dans sa terrible évidence. Cela faisait 6 mois qu'elle savait exactement comment cette soirée allait se dérouler. 6 mois que sa mère lui avait lancé, lors d'un déjeuner dominical tendu chez sa tante Claire, cette phrase apparemment anodine mais chargée de reproches implicites. « J'aimerais une vraie fête pour mes 60 ans, quelque chose de classe, de mémorable, mais bon, avec mon budget limité. » Dominique avait mordu à l'hameçon, comme toujours, proposant d'aider à organiser, espérant secrètement que cet acte de générosité lui vaudrait enfin un regard de reconnaissance, une place à la table familiale qui lui avait toujours été refusée. Françoise avait accepté avec un haussement d'épaules indifférent, comme si c'était le strict minimum que sa fille cadette lui devait, après des années d'existence décevante. Dominique avait tout géré, appelé le cristal, réservé la salle privée pour 45 personnes, choisi le menu à 120 € par tête, versé l'acompte de 3200 € sur son compte épargne patiemment constitué. Elle avait demandé que la réservation reste à son nom, prétextant des raisons administratives, et sa mère n'avait posé aucune question, trop occupée à sélectionner sa garde-robe pour le grand soir. Dominique poussa la porte du restaurant et fut accueillie par une bouffée d'air chaud parfumé, un mélange de bougies à la vanille et de plats raffinés. Le maître d'hôtel lui adressa un sourire poli qui s'évanouit presque instantanément lorsque sa mère apparut dans son champ de vision. Françoise Mercier, impeccable dans son tailleur beige Chanel qu'elle portait comme une armure sociale, se tenait près de l'entrée de la salle privée, accueillant les invités avec des embrassades théâtrales. Son regard croisa celui de Dominique, et quelque chose passa dans ses yeux, un mélange d'agacement et de mépris, à peine dissimulé. Elle s'avança vers sa fille avec cette démarche raide qui trahissait sa contrariété, son visage figé dans une expression de froideur polie. « Il n'y a plus de place », dit-elle d'une voix suffisamment forte pour que plusieurs invités se retournent. Elle se rapprocha encore, plantant son regard dans celui de Dominique. Seuls ceux qui comptent ont été invités. « C'est haut de gamme. Pas ton style, Dominique. » Les mots tombèrent, comme des pierres dans le silence qui s'installa brusquement. Dominique compta mentalement jusqu'à 3, regardant sa mère droit dans les yeux, avec un calme qui la surprit elle-même. Elle connaissait Françoise depuis 34 ans. Elle aurait dû s'attendre à cette humiliation publique, et pourtant, entendre ces phrases prononcées à voix haute devant des témoins créait quelque chose de définitif, une ligne franchie qu'on ne pourrait plus jamais effacer. Sa sœur Véronique apparut derrière leur mère, resplendissante dans une robe fourreau bordeaux, qui criait son prix exorbitant. À 37 ans, cadre supérieur chez Michelin, elle incarnait tout ce que Dominique n'était pas, brillante, ambitieuse, parfaitement intégrée dans le moule familial des apparences réussies. Elle ajouta avec un sourire glacial qui ne cherchait même plus à feindre la sympathie. « C'est l'anniversaire de maman. Ne gâche pas sa fête. Retourne chez toi. Cette fête n'est pas pour ton genre. » Dominique sentit les regards peser sur elle. Ses cousins qui détournèrent les yeux avec gêne. Ses amis de la famille qui observaient la scène avec une curiosité malsaine. Ce personnel du restaurant visiblement mal à l'aise devant cette confrontation familiale crue. Elle pouvait partir en pleurant. Elle pouvait supplier.
Elle pouvait jouer le rôle qu'on attendait d'elle depuis toujours, celui de la fille soumise qui encaissait les humiliations en silence. Au lieu de cela, elle posa le paquet cadeau sur la console de l'entrée avec une lenteur calculée, ses gestes précis et maîtrisés. Elle releva la tête, regarda sa mère puis sa sœur avec une expression neutre qui ne laissait transparaître aucune émotion, et répondit d'une voix parfaitement calme qui résonna comme une sentence dans le hall du restaurant. « Parfait. » Un seul mot, prononcé sans colère, sans tristesse, juste cette acceptation froide et définitive qui sembla déstabiliser Françoise l'espace d'une seconde. Dominique tourna les talons et sortit du cristal avec la même dignité qu'elle y était entrée, la tête haute, les épaules droites, refusant de leur offrir le spectacle de sa douleur. Elle regagna sa voiture, s'installa derrière le volant et resta immobile dans l'habitacle silencieux. Les larmes vinrent enfin, brûlantes et libératrices, coulant sur ses joues sans qu'elle cherche à les retenir. Elle pleura pour cette petite fille qu'elle avait été, pour toutes ces années passées à quémander de l'amour, pour cette femme qu'elle était devenue malgré eux. Puis elle sortit son téléphone de son sac, essuya ses larmes d'un revers de main rageur et composa le numéro qu'elle avait programmé la semaine précédente. Une voix professionnelle répondit après 2 sonneries. « Bonsoir le Cristal, Jérôme à l'appareil. Que puis-je faire pour vous ?» Dominique prit une profonde inspiration, sentant quelque chose de froid et de puissant se déployer dans sa poitrine comme une certitude longtemps refoulée. Elle n'était plus la femme brisée qui était entrée dans ce restaurant 10 minutes plus tôt. « Bonsoir Jérôme, » dit-elle d'une voix parfaitement calme. « Ici Dominique Mercier. Je vous appelle concernant la réservation de ce soir à mon nom, pour 45 personnes. » Dominique était assise à la terrasse du Café des Fédérations, un petit établissement discret situé juste en face du Cristal, sa position lui offrant une vue parfaite sur l'entrée illuminée du restaurant gastronomique. Elle avait commandé un verre de Côte-du-Rhône qu'elle sirotait lentement, ses mains enfin stables, après les tremblements nerveux dans la voiture. Le serveur lui avait lancé un regard curieux, en la voyant s'installer seule à cette heure, mais il n'avait posé aucune question, habitué au comportement étrange des clients du quartier. Il était 20h03 lorsque son téléphone vibra sur la table en métal. Le nom de sa mère s'afficha sur l'écran, et Dominique attendit 3 sonneries avant de décrocher, savourant chaque seconde de ce délai calculé. La voix de Françoise explosa dans l'écouteur, stridente et paniquée, tous ses vernis de distinction envolés dans l'urgence de la situation. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla-t-elle sans même un bonjour. Sa respiration saccadée trahissait une panique qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Le restaurant dit qu'il y a un problème avec la réservation. Ils parlent d'annulation de paiement, ils disent qu'on ne peut pas rester. Dominique prit une gorgée de vin avant de répondre, laissant le silence s'étirer volontairement, construisant cette tension qu'elle avait imaginée pendant des mois. Sa voix, quand elle sortit enfin, était d'un calme presque clinique, chaque mot prononcé avec une précision chirurgicale. « Ah oui, j'ai appelé il y a une demi-heure pour annuler ma réservation et récupérer mon acompte de 3 200 €. Elle marqua une pause, savourant l'effet de ses paroles. « Tu te souviens, maman, quand tu m'as demandé de gérer les détails il y a 2 mois ?» Le silence au bout du fil dura exactement 5 secondes. Dominique les compta avec une satisfaction qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Elle entendait la respiration saccadée de sa mère, le bruit de fond des invités qui commençaient à s'agiter, des voix confuses qui montaient en crescendo. « Tu as payé ?» articula finalement Françoise d'une voix étranglée. « Mais je croyais que tu avais juste organisé, pas que tu avais... » « Non, maman !» la coupa Dominique avec une douceur qui ressemblait à de la cruauté. Le restaurant n'avait aucune trace d'une autre réservation ou d'un autre paiement, juste la mienne. « À mon nom, Dominique Mercier, pour 45 personnes, menu à 120 € par tête. » Elle laissa l'information s'infiltrer comme du poison dans l'esprit de sa mère. J'ai aussi annulé le photographe que j'avais réservé, et le DJ pour l'animation musicale, et les compositions florales commandées chez le fleuriste de la rue Vendôme. Dominique marqua une pause finale, puis ajouta d'une voix qui ne tremblait plus du tout. « Bonne soirée, maman. J'espère que tes invités comprendront. » Elle raccrocha avant que Françoise puisse répondre. Ce geste simple et définitif qui coupait la communication comme on tranche un cordon ombilical trop longtemps maintenu. Dominique reposa le téléphone sur la table et leva les yeux vers le Cristal. L'agitation était maintenant visible de l'extérieur.
Des invités sortaient là par petits groupes, certains au téléphone, d'autres gesticulant avec incompréhension. Le maître d'hôtel apparut sur le seuil, visiblement en pleine négociation avec sa mère et Véronique, qui s'agitaient comme des oiseaux affolés, leur belle tenue de soirée contrastant cruellement avec leur panique évidente. Dominique leva son verre de vin dans leur direction, un toast silencieux que personne ne pouvait voir depuis le restaurant. Elle n'éprouvait pas de joie, pas vraiment, plutôt cette sensation étrange de justice rendue, de balance enfin équilibrée après des années d'humiliation avalées en silence. Un homme assis au comptoir du café la regardait avec un mélange de fascination et d'inquiétude, ayant manifestement suivi toute la scène. Leurs regards se croisèrent brièvement, et Dominique lui adressa un sourire énigmatique. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était Véronique. Dominique l'ignora, puis bloqua le numéro. Elle fit de même avec celui de sa mère. Elle n'avait pas terminé. Dominique resta au café encore 20 minutes, observant la débandade progressive devant le cristal, comme on regarderait une pièce de théâtre dont on connaîtrait déjà le dénouement tragique. Les invités se dispersèrent par groupes, certains montant dans leur voiture garée le long du trottoir, d'autres restant en cercle perplexe sur le parvis illuminé, leurs mines confuses trahissant qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce qui venait de se passer. Sa mère et Véronique étaient toujours en grande discussion avec le maître d'hôtel, leurs gestes de plus en plus frénétiques, suggérant qu'elle tentait désespérément de sauver quelque chose d'une soirée déjà condamnée. Elle régla son verre de vin, laissa un pourboire généreux au serveur qui la remercia d'un hochement de tête respectueux, et regagna sa voiture garée 3 rues plus loin. La fraîcheur de la nuit lyonnaise lui fouettait le visage, l'aidant à retrouver une forme de lucidité après l'adrénaline qui avait parcouru ses veines pendant la dernière heure. Elle démarra et prit la direction de son appartement dans le 8e arrondissement, roulant lentement à travers les rues nocturnes presque désertes. Son téléphone se mit à sonner de manière incessante dès qu'elle fut installée chez elle, dans son modeste 2 pièces aux murs couverts de dessins d'enfants de son centre éducatif et de photos de voyages solitaires. Elle l'avait laissé sur la table basse et regardait l'écran s'illuminer de manière répétée, les noms défilant comme une litanie accusatrice. Véronique d'abord, puis sa mère, puis des cousins, puis sa tante Claire, puis de nouveau Véronique. Dominique ne répondit à aucun appel. Elle se versa un verre d'eau fraîche, s'assit sur son canapé défoncé acheté d'occasion 3 ans plus tôt, et laissa les messages s'accumuler sur sa messagerie vocale. Elle les écouta un par un, dans l'ordre chronologique, savourant malgré elle cette progression dans le registre des émotions exprimées. Le premier message de Véronique, enregistré à 20h22, était d'une fureur à peine contenue. « Tu es complètement folle !» sifflait sa sœur d'une voix tremblante de rage. « Tu réalises ce que tu viens de faire ? L'humiliation que tu as infligée à maman, devant tout le monde, devant toute la famille ? C'est pathétique, c'est mesquin, c'est exactement ce qu'on pouvait attendre de toi. » Le deuxième message, de sa mère cette fois, enregistré 10 minutes plus tard, oscillait entre sanglots théâtraux et accusations venimeuses. « Comment ma propre fille a-t-elle pu me faire ça ?» gémissait-elle d'une voix entrecoupée. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir élevé, nourri, logé, tu es une ingrate, une égoïste, tu m'as trahi de la pire façon possible. » Dominique écouta ses reproches sans broncher. Son visage demeurant impassible dans la semi-obscurité de son salon éclairé uniquement par la lumière de la rue filtrant à travers les rideaux. Elle avait entendu ces mots toute sa vie sous des formes différentes, cette culpabilisation permanente, cette inversion constante des responsabilités qui faisait d'elle l'éternelle coupable de situations qu'elle n'avait jamais créées. Puis vint un message inattendu, une voix qu'elle reconnut immédiatement. Sa cousine Mathilde, 30 ans, infirmière à l'hôpital Édouard Herriot, avec qui elle avait toujours entretenu des rapports distants mais cordiaux. Le ton était différent, presque admiratif. « Dominique, c'est Mathilde. Je voulais juste te dire que j'étais là ce soir. J'ai tout vu. Ce qu'elle t'a dit à l'entrée, devant tout le monde. » Sa voix se fit plus ferme. « Tu as bien fait. Enfin quelqu'un qui leur tient tête. Appelle-moi si tu veux parler. » Dominique sentit quelque chose se desserrer légèrement dans sa poitrine, une petite fissure dans l'armure qu'elle s'était construite pour cette soirée. Elle n'était pas complètement seule, après tout. Il y avait eu des témoins, des gens qui avaient vu et compris ce qui s'était réellement passé. Le dernier message, arrivé quelques minutes avant qu'elle ne commence à écouter sa messagerie,
provenait d'un numéro inconnu. Une voix masculine, posée et cultivée. « Bonsoir, je m'appelle Philippe Arnaud. J'étais invité ce soir à la fête de votre mère. Je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai assisté à ce qui s'est passé. » Il marqua une pause. « Votre mère a passé la dernière demi-heure à hurler sur le personnel du restaurant, à les accuser d'avoir saboté sa soirée. Elle a montré son vrai visage devant tout le monde. Vous n'avez rien à vous reprocher. » Dominique posa son téléphone et ferma les yeux. Elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait jamais recroiser. Le lendemain matin, Dominique se réveilla avec 47 messages non lus sur son téléphone posé sur la table de nuit. Elle les ignora tous et enfila sa tenue de running, un vieux legging noir et un sweatshirt délavé qu'elle portait depuis des années. Elle avait besoin de courir, de sentir l'air frais du matin brûler ses poumons, de laisser ses pensées se clarifier au rythme de ses foulées sur les chemins du parc de la Tête d'Or. Le parc était presque désert à cette heure matinale. Seulement quelques joggeurs solitaires et des employés municipaux qui ramassèrent les feuilles mortes. Dominique courait sans vraiment penser à rien, se concentrant sur sa respiration, sur le bruit régulier de ses baskets sur le gravier, sur cette sensation de liberté physique qui contrastait violemment avec le chaos émotionnel de la veille. Ce n'est qu'en rentrant chez elle, 1 heure plus tard, douchée et habillée d'un jean et d'un pull confortable, qu'elle s'autorisa à regarder son téléphone. La plupart des messages étaient des variations sur le même thème, des accusations, des incompréhensions, des tentatives de manipulation émotionnelle qui ne la touchaient plus vraiment. Puis son téléphone sonna. Un numéro qu'elle reconnut immédiatement, celui de sa tante Claire, la sœur cadette de sa mère, avec qui elle avait toujours entretenu des rapports relativement neutres, ni chaleureux ni franchement hostiles. « Dominique », commença Claire d'une voix prudente, comme si elle marchait sur des œufs. « Ta mère est dans tous ses états. Elle dit que tu as ruiné sa vie, que tu l'as humiliée devant tout le monde. Elle veut porter plainte contre toi. » Dominique s'assit sur son canapé, une tasse de café encore fumante entre les mains. « Porter plainte pour quel motif ?» demanda-t-elle d'une voix parfaitement calme. « Pour avoir annulé quelque chose que j'avais moi-même payé ? Tu sais comment elle est ?» soupira Claire avec une lassitude qui trahissait des années de gestion des crises dramatiques de sa sœur. Elle va trouver un moyen de transformer ça en agression, en complot, en je ne sais quoi. Elle est capable de tout quand elle se sent blessée dans son orgueil. Dominique prit une gorgée de café, sentant la chaleur du liquide se répandre dans sa gorge. « Tante Claire, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« Demande à maman d'ouvrir le cadeau que j'ai laissé à l'entrée du restaurant hier soir. » Un silence perplexe accueillit sa demande. « Quel cadeau ? » ?»« Elle a dit que tu n'avais rien apporté. »« Si, j'ai laissé un paquet sur la console de l'entrée. Un coffret doré et crème avec un ruban de soie. Dis-lui de l'ouvrir. » Claire hésita, puis promit qu'elle transmettrait le message avant de raccrocher, laissant Dominique seule avec ses pensées et son café. Le cadeau n'était pas vraiment un cadeau, pas dans le sens traditionnel du terme. Dominique avait passé 3 semaines à le préparer, compilant méticuleusement chaque preuve, chaque document, chaque trace écrite de ce qui constituait la véritable histoire de leur relation familiale. À l'intérieur du joli emballage se trouvait une enveloppe Kraft contenant des photocopies de relevés bancaires, montrant chaque virement qu'elle avait fait à sa mère au fil des années, chaque prêt jamais remboursé, chaque contribution financière pour des événements familiaux, dont elle avait été systématiquement exclue ou minimisée. Total des sommes prêtées et jamais rendues, 8 700 € sur 3 ans. Des petites sommes à chaque fois, 200 € par-ci, 500 € par-là, 1 000 € pour l'anniversaire de Véronique l'année dernière, jamais assez importante individuellement pour justifier une confrontation, mais cumulée, elle racontait une histoire d'exploitation silencieuse. Elle avait ajouté des captures d'écran de messages, ceux où sa mère lui demandait de l'aide financière en promettant de rembourser rapidement, ceux où Véronique empruntait pour un week-end luxueux à Deauville et oubliait ensuite commodément sa dette. Et au centre du dossier, une note manuscrite sur du papier à lettres crème, écrite de son écriture la plus soignée. « Joyeux anniversaire, maman. Voici un récapitulatif de ce que ta famille te doit réellement. Je ne réclame rien, je ne veux rien. Considère cela comme mon cadeau. La vérité mise à nu. Dominique. » Son téléphone vibra à 14 heures précises. Un appel de sa mère, qu'elle laissa passer.
Puis un message vocal, hystérique et incohérent, où Françoise hurlait qu'elle était une manipulatrice, une menteuse, que ses chiffres étaient inventés. Puis un message de Véronique, menaçant de détruire sa réputation, de la poursuivre en justice pour diffamation. Mais Dominique nota quelque chose d'intéressant, quelque chose qui lui donna une satisfaction froide et définitive. Aucune d'elles ne niait les faits eux-mêmes. Elles attaquaient la méthode, le timing, l'audace de révéler ces informations, mais pas leur véracité. Elles savaient que tout était vrai. Et maintenant, une partie de la famille élargie le savait aussi. Les jours suivants s'écoulèrent dans une étrange sensation de calme après la tempête, cette accalmie trompeuse qui précède souvent les véritables confrontations. Dominique retourna travailler au centre éducatif du quartier de la Guillotière, se plongeant dans son quotidien avec les adolescents en difficulté qu'elle accompagnait depuis 3 ans. Ces jeunes au parcours chaotique, aux familles brisées, lui renvoyaient un miroir déformé de sa propre histoire, et elle trouvait dans leur résilience une forme de réconfort qu'aucun membre de sa famille biologique ne lui avait jamais offert. Le mercredi après-midi, alors qu'elle animait un atelier d'écriture avec un groupe de 6 jeunes, son téléphone vibra avec l'insistance d'une urgence. C'était sa tante Claire, et le message était bref mais lourd de sens. « Déjeuner familial dimanche chez moi, 13h. Ta mère insiste pour que tu viennes. Toute la famille sera là. S'il te plaît, viens, on doit parler. » Dominique fixa l'écran pendant quelques secondes, sentant l'anxiété familière remonter dans sa gorge comme une nausée. Elle pouvait refuser, elle pouvait continuer à maintenir cette distance protectrice qu'elle avait instaurée depuis la fête catastrophique. Mais une partie d'elle, cette partie qui avait passé sa vie à chercher validation et reconnaissance, voulait voir leur visage, entendre ce qu'ils avaient à dire maintenant que la vérité était exposée. Elle répondit simplement « Je serai là ». Le dimanche arriva avec une pluie fine et persistante qui transformait Lyon en tableau impressionniste gris et flou. Dominique se présenta chez sa tante Claire à 13h précise, vêtue d'un jean propre et d'un pull bordeaux simple, refusant de jouer le jeu des apparences qui avait toujours régné dans cette famille. La maison sentait le pot-au-feu et l'angoisse mal dissimulée. Dans le salon, ils étaient tous là, assis comme pour un tribunal improvisé. Sa mère Françoise, le visage fermé et les lèvres pincées, occupait le fauteuil principal comme un juge sur son estrade. Véronique était installée à sa droite, bras croisés, regard glacial. Mais il y avait aussi son oncle Bernard, le mari de Claire, Mathilde, sa cousine, qui lui adressa un petit signe de tête encourageant, et 2 autres cousins qu'elle voyait rarement. Claire lui servit un café qu'elle accepta avec gratitude, ses mains trouvant refuge autour de la tasse chaude. Le silence s'étira pendant quelques secondes interminables, chacun attendant que quelqu'un d'autre prenne la parole. Ce fut finalement Françoise qui brisa le silence, sa voix tremblante oscillant entre colère et apitoiement sur soi. « Alors, Dominique, » commença-t-elle, d'une voix chargée de reproches, « tu es contente de toi ? Tu as humilié ta propre mère devant tout le monde, devant toute la famille, devant nos amis. C'est ça que tu voulais ? Me faire passer pour une idiote ?» Dominique posa sa tasse calmement, prit une profonde inspiration et regarda sa mère droit dans les yeux avec une clarté qui la surprit elle-même. « Non, maman, » répondit-elle d'une voix posée mais ferme. « Ce n'est pas moi qui t'ai humiliée, c'est toi qui m'as humiliée à l'entrée du restaurant, devant tous ces invités. Tu m'as dit que je ne comptais pas, que je n'avais pas ma place dans ta fête haut de gamme. » Le silence retomba, mais cette fois différent, plus dense, chargé d'une tension qui rendait l'air presque irrespirable. Véronique ouvrit la bouche pour intervenir, mais Dominique leva la main, pas dans un geste autoritaire, juste dans une demande de laisser finir. « J'ai payé 3 200 € pour cette soirée. J'ai organisé chaque détail. Et tu m'as rejetée à la porte comme si j'étais une intruse. » Sa voix ne tremblait pas, ne montait pas dans les aigus de l'hystérie. Elle énonçait simplement des faits, avec cette froideur clinique qui rendait la vérité encore plus dévastatrice. « Alors oui, j'ai annulé ce que j'avais payé. Ce n'était pas de la vengeance, c'était juste logique. » L'oncle Bernard fut le premier à réagir, se penchant en avant dans son fauteuil avec cette expression de malaise profond qu'arborent les gens pris entre 2 feux familiaux. Il regarda Françoise avec quelque chose qui ressemblait à de la déception, puis se tourna vers Dominique. « Françoise, dit-il d'une voix grave et mesurée,
C'est vrai tout ça? Tu lui as vraiment dit ça à l'entrée du restaurant? Françoise détourna le regard, ses doigts tripotant nerveusement le bracelet en or à son poignet. Je n'ai pas dit exactement ça, marmonna-t-elle d'une voix moins assurée. J'ai juste expliqué que c'était une soirée intime, que seuls ceux qui comptent avaient été invités, la coupa Mathilde d'une voix claire depuis le canapé. C'est exactement ce que tu as dit, tante Françoise. J'étais là, je t'ai entendu, tout le monde t'a entendu. Le visage de Françoise s'empourpra, oscillant entre la honte et la colère de se voir ainsi contredite par sa propre nièce. Véronique vint à sa rescousse avec cette loyauté aveugle qui la caractérisait depuis toujours. Maman était stressée, c'était son anniversaire. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait, argumenta-t-elle d'un ton défensif qui sonnait creux même à ses propres oreilles. Ça ne justifie pas ce que Dominique a fait, cette humiliation publique, cette manipulation. Dominique sentit quelque chose de froid et de dur se former dans sa poitrine. Cette détermination qu'elle avait construite pierre par pierre au fil des années d'humiliation avalée en silence. Elle sortit son téléphone de sa poche et ouvrit l'application de sa banque, faisant défiler l'historique de ses transactions avec des gestes précis. « Manipulation ?» répéta-t-elle en tendant son téléphone vers le centre de la pièce. « Vous voulez parler de manipulation ? Regardez. 3 200 € virés le 15 août pour l'acompte du restaurant, 500 € le 20 août pour le photographe, 350 € pour le fleuriste, 200 € pour le DJ. » Elle marqua une pause, laissant les chiffres s'imprimer dans l'esprit de chacun. « J'ai payé pour une fête où je n'étais même pas la bienvenue. C'est ça la manipulation ?» Claire s'éclaircit la gorge, visiblement embarrassée par la tournure que prenait cette confrontation. « Dominique, personne ne dit que tu as eu tort de te sentir blessée, » commença-t-elle d'une voix conciliante. « Mais peut-être qu'il y avait d'autres façons de... »« De quoi ?» l'interrompit Dominique avec une douceur qui contrastait avec la dureté de ses mots. « De continuer à encaisser en silence ? De faire semblant que tout va bien ? De sourire pendant qu'on me traite comme quantité négligeable ?» Elle se tourna vers sa mère, et pour la première fois depuis des années, elle ne cherchait plus son approbation, plus sa validation. Elle cherchait juste à être entendue. « Tu sais ce qui est drôle, maman ? Pendant toute mon enfance, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais fait de mal. Pourquoi Véronique avait droit à ton amour et pas moi ? Pourquoi mes réussites ne comptaient jamais ? Pourquoi j'étais toujours celle qu'on oubliait, celle qu'on diminuait, celle qu'on comparait défavorablement ? Sa voix restait calme, mais chaque mot portait le poids de décennies de douleurs contenues. Et tu sais ce que j'ai fini par comprendre ? Que ce n'était pas moi le problème. C'était toi. C'était vous. » Véronique se leva brusquement, son visage déformé par une colère qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. « Comment oses-tu parler à maman comme ça ? Après tout ce qu'elle a sacrifié pour nous élever ? Nous ? Répéta Dominique avec un rire sans joie. Tu veux dire pour t'élever, toi ? Moi, j'étais juste là, en décor, pour te faire briller encore plus fort par contraste. Bernard leva la main, tentant de ramener un semblant de calme dans cette pièce où les tensions accumulées de toute une vie explosaient enfin. Attendez, attendez. On ne va nulle part avec ces accusations. Dominique, je comprends ta colère, mais... Mon père, le coupa Dominique d'une voix soudainement différente, plus douce, presque fragile. Papa ne me traitait pas comme ça. Le nom de Michel tomba comme une pierre dans un étang, créant des ondes de silence qui se propagèrent dans toute la pièce. Françoise pâlit visiblement, et quelque chose passa dans ses yeux, une fissure dans son armure de justification. Dominique sentit les larmes monter, mais cette fois, elle ne les retint pas. Le prénom de son père resta suspendu dans l'air du salon comme une invocation, ramenant dans la pièce la présence fantôme de l'homme qui était mort 8 ans plus tôt d'un cancer qu'il avait emporté en 6 mois brutaux. Dominique vit sa mère se raidir sur son fauteuil, ses mains agrippant les accoudoirs avec une force qui blanchissait ses jointures. « Ne mêle pas ton père à ça », dit Françoise d'une voix étranglée, mais l'autorité habituelle avait déserté son ton. « Pourquoi pas ?» répliqua Dominique, sentant quelque chose de douloureux mais nécessaire se libérer dans sa poitrine. Papa était le seul dans cette famille qui me voyait vraiment, le seul qui me disait que ma vie avait de la valeur, même si je ne gagnais pas des milliers d'euros, même si je ne travaillais pas dans une entreprise prestigieuse. Elle se tourna vers Véronique, cherchant dans les yeux de sa sœur un quelconque signe de compréhension. « Tu te souviens de ce que papa disait toujours ? Que Véronique construirait des choses et que moi, je construirais des gens.
Il trouvait ça plus important. Véronique détourna le regard, une expression inconfortable traversant son visage, comme si ce souvenir la dérangeait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mathilde, depuis son coin du canapé, intervint d'une voix douce mais ferme. Oncle Michel avait raison. J'ai toujours pensé que Dominique faisait un travail incroyable avec ces jeunes. C'est juste que personne dans cette famille ne l'a jamais reconnu. Bernard hocha la tête lentement, son regard passant de Françoise à Dominique, avec une expression pensive. « Dominique, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quelque chose concernant ton père. » Le ton de son oncle fit monter une vague d'appréhension dans le ventre de Dominique. Elle posa sa tasse de café, sentant que ce qui allait suivre changerait quelque chose de fondamental. « Quoi donc ?» demanda-t-elle d'une voix qu'elle ne reconnut pas comme la sienne. Bernard lança un regard interrogateur à Claire, qui acquiesça presque imperceptiblement, comme si elle l'autorisait à révéler un secret longtemps gardé. Il se pencha en avant, joignant ses mains devant lui. « Avant de mourir, ton père m'a demandé de gérer quelque chose pour toi. Quelque chose qu'il voulait garder secret de ta mère. » Françoise se redressa brusquement. « Quoi ? De quoi tu parles, Bernard ? Michel savait qu'il allait mourir, » continua Bernard sans regarder sa belle-sœur. « Il m'a fait venir à l'hôpital un mois avant la fin. Il m'a dit qu'il avait mis de l'argent de côté pour toi, Dominique. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que tu puisses avoir une sécurité si jamais tu en avais besoin. » Le cœur de Dominique se mit à battre plus vite, une sensation étrange de chaleur et de chagrin mêlée envahissant sa poitrine. « Combien ?» murmura-t-elle. « 45 000 €, sur un compte bloqué à ton nom, géré par un notaire ami de ton père. Il m'a fait promettre de ne t'en parler que quand tu en aurais vraiment besoin, ou quand tu serais prête à l'entendre. » Véronique bondit de son siège, son visage exprimant un mélange de choc et d'indignation. « 45 000 €? Papa a mis 45 000 € de côté pour elle et personne ne nous l'a dit ? Ce n'était pas notre argent, Véronique, » dit Bernard d'une voix ferme. C'était l'argent de Michel, et il avait le droit d'en faire ce qu'il voulait. Il a choisi de protéger Dominique. Françoise s'était levée aussi, tremblante de rage contenue. Il n'avait pas le droit de faire ça sans me consulter. J'étais sa femme. Et moi, j'étais sa fille, répliqua Dominique d'une voix qui ne tremblait plus du tout. Celle qu'il voulait protéger de vous. Les mots tombèrent comme un couperet, créant un silence tellement dense qu'on aurait pu l'entendre se briser. Dominique regarda sa mère, vraiment la regarda pour la première fois depuis des années, et ne vit plus cette figure d'autorité qui l'avait terrorisée toute sa vie. Elle ne vit qu'une femme vieillissante, accrochée à ses illusions de supériorité, incapable d'admettre ses torts. « Papa savait exactement qui vous étiez, » dit-elle doucement. « Et il a fait ce qu'il fallait pour que je survive après sa mort. » Bernard sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste et la tendit à Dominique. « Il t'a aussi laissé une lettre. Je devais te la donner quand le moment serait venu. Je pense que c'est maintenant. » Dominique prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, reconnaissant immédiatement l'écriture de son père sur le papier jauni par le temps. Dominique ne lut pas la lettre immédiatement. Elle la glissa dans la poche de son jean, sentant le poids léger du papier contre sa cuisse, comme une présence rassurante. Elle voulait être seule quand elle découvrirait les derniers mots que son père lui avait laissés, loin des regards de cette famille qu'il avait toujours jugée, loin de cette tension qui rendait l'air du salon irrespirable. Françoise s'était rassise, le visage figé dans une expression entre choc et ressentiment. Véronique restait debout, les bras croisés, mais quelque chose dans son attitude s'était légèrement affaissé, comme si la révélation de l'argent mis de côté par leur père avait fissuré sa certitude d'avoir toujours raison. Ce fut Claire qui brisa le silence devenu insoutenable. « Je pense qu'on devrait tous prendre un moment pour respirer. Le déjeuner est prêt, on pourrait... » « Je ne reste pas, » dit Dominique, en se levant calmement, posant sa tasse vide sur la table basse avec un geste définitif. Françoise releva brusquement la tête. « Bien sûr, tu t'enfuis. Comme toujours, tu ne supportes pas la confrontation, tu... »« Non, maman, » l'interrompit Dominique, avec une douceur qui ressemblait presque à de la pitié. « Je ne m'enfuis pas. Je pars simplement. Il y a une différence. » Elle ramassa son sac posé sur le dossier du canapé, adressa un signe de tête reconnaissant à Bernard et Mathilde et se dirigea vers la porte. Mais avant de sortir, elle se retourna une dernière fois, son regard balayant les visages assemblés dans ce salon qui sentait le pot-au-feu et les secrets de famille éventés.
Vous savez ce qui est triste dans tout ça ? Dit-elle d'une voix posée, mais chargée d'une émotion contenue. Ce n'est pas que vous ne m'aimiez pas. C'est que vous ne m'avez jamais vraiment vue. Pendant 34 ans, j'ai été invisible dans ma propre famille. Et quand j'ai enfin fait quelque chose pour me faire voir, pour exister, vous appelez ça de la manipulation. Véronique ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Françoise regardait fixement un point sur le tapis, refusant de croiser le regard de sa fille. « Je ne vous déteste pas », continua Dominique, sentant sa gorge se serrer mais refusant de laisser les larmes couler devant eux. « Je vous plains, parce que vous avez passé toutes ces années à construire une hiérarchie familiale basée sur l'argent, le prestige, les apparences, et vous avez raté l'essentiel. Vous avez raté moi. » Elle sortit sans attendre de réponse, refermant la porte derrière elle avec un claquement sourd qui résonna comme une ponctuation finale. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel gris perle qui donnait à Lyon une lumière douce et mélancolique. Dominique marcha jusqu'à sa voiture garée 3 rues plus loin, s'installa au volant et resta immobile pendant plusieurs minutes, la lettre de son père brûlant dans sa poche comme une question non résolue. Elle finit par la sortir, déchirant l'enveloppe avec des gestes tremblants. L'écriture de son père, cette calligraphie soignée qu'il avait toujours cultivée, couvrait 3 pages d'un papier fin et légèrement jauni par les années. « Ma Dominique chérie, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là, et c'est probablement aussi parce que ta mère et ta sœur t'ont fait sentir que tu ne comptais pas. Je les connais mieux que personne, je les aime malgré leurs défauts, mais je sais exactement de quoi elles sont capables. Je veux que tu saches quelque chose de fondamental. Tu es ma plus grande fierté. Pas Véronique avec ses diplômes et sa carrière impressionnante. Toi, parce que tu as choisi un chemin difficile, celui d'aider les autres sans attendre de reconnaissance, celui de construire des vies plutôt que des fortunes. Ta mère ne comprendra jamais ça. Elle mesure la valeur des gens à leur compte en banque et à leur statut social. C'est sa limite, pas la tienne. J'ai mis cet argent de côté pour toi, parce que je voulais que tu aies une sécurité, une liberté de choisir ta vie sans être prisonnière des nécessités financières. Ce n'est pas une fortune, mais c'est suffisant pour que tu puisses respirer. Et si un jour, elles te font trop mal, si un jour tu en as assez de mendier leur amour, sache que tu as ma permission de partir. La famille n'est pas une obligation, c'est un choix. Et si elles ne te choisissent pas, tu as le droit de ne pas les choisir non plus. Sois forte, ma fille. Sois libre. Tu mérites tout le bonheur du monde. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Papa. Dominique pleura enfin, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues, sans qu'elle cherche à les retenir, assise dans sa voiture, garée dans cette rue tranquille de Lyon. Elle pleura pour son père qui l'avait aimée, pour la validation qu'elle avait toujours cherchée, et qui était là, écrite noir sur blanc, dans ces 3 pages. Elle pleura aussi pour ce qu'elle allait faire ensuite. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce déjeuner familial catastrophique chez sa tante Claire, 6 mois pendant lesquels Dominique avait traversé une métamorphose silencieuse mais profonde. L'argent laissé par son père lui avait permis de prendre un congé sabbatique de 3 mois, qu'elle avait passé à voyager seule à travers le Vietnam et le Cambodge, marchant dans des temples anciens, mangeant dans des marchés de rue, découvrant qu'elle pouvait exister pleinement sans l'approbation de qui que ce soit. Elle était revenue à Lyon transformée, non pas guérie car elle détestait ce mot qui impliquait qu'elle avait été cassée, mais libérée, débarrassée de ce poids invisible qui l'avait écrasée pendant 34 ans. Elle avait déménagé dans un appartement plus grand près des quais du Rhône, adopté un chien bâtard trouvé dans un refuge qu'elle avait nommé Michel et accepté une promotion comme coordinatrice régionale de son organisation éducative. Sa mère et Véronique ne lui parlaient plus. Le silence était total, absolu, et Dominique avait appris à y trouver une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Certains membres de la famille avaient pris leur distance avec Françoise, après avoir compris la dynamique toxique. D'autres avaient choisi le camp maternel, et Dominique s'en fichait profondément. Elle avait reconstruit sa définition de la famille autour de Mathilde, de ses collègues, de ces jeunes du centre qui l'appelaient parfois juste pour prendre des nouvelles. Un mardi matin de février, alors qu'elle buvait son café en regardant le Rhône scintiller sous un soleil hivernal timide, elle reçut un email. L'expéditeur était Véronique, et l'objet était vide. Dominique hésita quelques secondes avant de l'ouvrir,
sa main planant au-dessus de la souris comme suspendue dans l'incertitude. Dominique, maman a fait un malaise cardiaque la semaine dernière. Elle va bien. Les médecins disent que c'est un avertissement, qu'elle doit changer son mode de vie. Ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Je crois que j'ai été injuste avec toi pendant longtemps. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais je voulais que tu le saches. Véronique. Dominique lut le message 3 fois, analysant chaque mot, cherchant entre les lignes la sincérité ou la manipulation. Elle pouvait répondre, elle pouvait ouvrir cette porte entr'ouverte, elle pouvait donner à sa sœur une chance de rédemption. La vieille Dominique, celle qui existait encore il y a 6 mois, aurait sauté sur cette opportunité de réconciliation, affamée de validation familiale. Mais cette Dominique-là n'existait plus. Elle ferma l'email sans répondre, termina son café et emmena Michel se promener le long du fleuve. Ce n'était pas de la cruauté, ce n'était même pas de la colère. C'était simplement du respect pour elle-même, cette chose fondamentale qu'elle avait passé toute sa vie à ne pas pratiquer. Elle ne leur devait rien, ni son pardon, ni son temps, ni son énergie émotionnelle. Le soir même, elle dîna avec Mathilde et 2 collègues dans un petit restaurant vietnamien qu'elle avait découvert pendant son voyage. Elles rirent, parlèrent de projets professionnels, de voyages futurs, de tout sauf de familles dysfonctionnelles. En rentrant chez elle, Dominique s'arrêta sur le pont Lafayette, regardant Lyon s'illuminer dans la nuit tombante, Michel assis sagement à ses pieds. Elle pensa à la fête d'anniversaire catastrophique, à cette femme brisée qui était entrée au Cristal avec un cadeau et de l'espoir. Elle pensa au chemin parcouru depuis, aux larmes versées, aux certitudes effondrées, aux frontières établies. Elle ne haïssait plus sa mère ni sa sœur. Elle ne les aimait plus non plus. Pas de cet amour conditionnel et douloureux qui l'avait empoisonnée pendant des décennies. Elle les avait simplement laissés partir, comme on lâche un ballon dans le ciel, regardant s'éloigner quelque chose qu'on a tenu trop longtemps et trop fort. Dominique sourit dans la nuit lyonnaise, caressa la tête de Michel et rentra chez elle. Dans son appartement lumineux aux murs couverts de photos de voyage et de dessins d'enfants, elle se sentait enfin chez elle, entière, libre. Elle s'était choisie elle-même, et c'était la seule victoire qui comptait vraiment. Yeah, my curly's dead. Dang, bro! I'm gonna lose, bro. It's gonna kill me. It's gonna kill me. Yeah, it killed me. Oh my god. I stink. I can't fight any of these guys. Get out of my house! House tour, house tour. Okay, so you walk in, plasma screen TV, you know, the vibes. We have, what the heck? There's Mewtwo on the freaking TV. What the heck? What the heck? Look at my TV, Tom. That's kind of fire. That looks so cute. Wait, I have to match the feng shui with the TV. I gotta get, like, pink everything in here. Okay, not pink everything, but, like, it's definitely gotta have some pinksy vibes in here. A little bit. There was a guy up here as well, but I pushed him off of the cliff, and he fell. So, yeah, I've extinguished all of my pests as well. I'm loving the vibes in here. Look at this cutie little greenhouse with the green candles. So cute. Wow. So cute. In Brotaken, we literally have these, like, ball thingies, like, on, like, all of, like, the trees here. I've seen, like, multiple. Like black and green ones. I know there's so many. Yeah. We don't have to go like out and like freaking scavenge for them now. They literally just have to like wait for them to respawn. That's fire! I'm so happy. Town serial killers for real. I'm dead. What do you mean? I gotta fill in these gaps, so this is pissing me off. All these fucking. Yeah, what is this? Why would I want this? Me too. I was thinking the same thing. We gotta go back to our house though, cause it's so far away. Actually though, fuck. It's so far. What are these? Oh. Oh, berries. What are these? Hondu berry. Oh man, I want honeydew now. That makes me sad. Look at this guy Dennis. He thinks he runs this shit. The fuck? Why is he standing up there like that? Whatever. Which house is yours? You didn't even tell me. Is it this one with all the squatters outside? The ones you kicked out? Is it this one?
Let me come over to you and I'll show you. It's right across. Yeah, yeah. I was debating on that. That's the one I exterminated the people from. Well, that's rude. You didn't even take it. I know, but I think I am gonna take it. Oh, you are? Yeah. How come? What was the other one? I like it, but it's so skinny. It is. It's very small. You sure you want Like this one? that's why what I was thinking. But there's I no don't other know. house similar to yours. Yeah, I got And the then best there's one. this one You that's snooze, you over lose. here. That's like kind of nice, but like it's still so small. What, this one? Yeah. This one's cute. Does it have an upstairs? Oh, no, it doesn't. Nope. Well, it's still But really nice cute, little though. I view. like this. Yeah, I still like this, actually. No, this is cute. I like this one more. Get this one. Take this one. And then just make an expansion a little bit, you know? You Yeah, can make it yeah. a little bit bigger and like the side here. You have more space on the side here. You could totally make another room or something, or you could even build out this and make it wider. Yeah, I say take this one. This one's better. Okay. Goldine, Goldine. Oh my god. What are you You're not looking even at? fighting them, you're just killing them. I tried to fight them and then I lose and then I kill them. I actually fought the other two people and won. Did you? Yeah. Look at how nice this is. Wow. If anyone asks, I actually built this whole village by myself. And then I put leashes on all these trainers and brought them here. And gave them home. I hate the outside of my house, so look how fugly it is from the outside. Yeah. Do you have a roof? Yeah, I have. Look, come up. Wait, you can go on the roof? Yeah, I there's saw an the upstairs. fences. Look, it's a What? garden house. Yeah, Oh garden up here my too. gosh. Yeah, it's so nice. Look at the sunset, dude. Look at the sunset. Beautiful. What the hell? No, it's actually so nice. What the heck? Why is it so nice? Literally. I made it myself. That's really impressive. Good job. Thanks, man. Thanks. Hi, Tay. How are you? How are you, cutie patootie? I want to change up the vibes in here, though. I don't think I like the so much green. So much green and brown. I don't know if I like so much brown. But we gotta chop down a bunch of cherry blossom trees over there, too. And then we can come down here, and then I can make my house a little bit pinker. Yeah. We gotta I also fix want, like, that. some acacia trees.